Donc sur la trame nationale, vous avez à peu près touché du doigt l'objet. Là, on bascule sur l'objet accord collectif. Je dis quelques mots, ça sera complété ensuite par les équipes et je pense qu'il va falloir ensuite qu'on échange beaucoup pour appréhender cet objet nouveau. La chose que je veux dire de façon liminaire là-dessus, c'est que ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'un énorme travail de fond qu'on n'avait pas conduit depuis longtemps avec la direction des affaires juridiques, qui s'est complètement réemparée du sujet, avec un regard très intéressé d'ailleurs. Enfin, ils sont marrants les juristes si vous voulez quelque part. Enfin, ils n'ont pas l'intérêt métier qui est le nôtre forcément, mais par contre ils ont été passionnés par la question juridique qui s'est posée d'articulation entre plein de niveaux de réglementation et ils se sont vraiment impliqués à fond, y compris le directeur des affaires juridiques lui-même. Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble de conseillers d'État quand même, enfin pardonnez du peu, qui se sont penchés sur les questions. Donc ce qu'on vous dit ici, même si je vais essayer de le dire avec des mots simples et que moi-même je ne suis pas juriste, je vous prie de croire que c'est le fruit d'une expertise assez poussée qui n'avait pas été conduite depuis longtemps. Donc c'est très sérieux en fait, je ne sais pas comment le dire autrement. Alors d'abord, c'est quoi les principes fondamentaux qui font qu'on en est arrivé à retenir l'idée d'accord collectif sur le temps de travail, je redis. Au fond, il est apparu évident, vu tous les débats qu'on a eus, notamment en commission nationale, mais pas que, qu'on avait un intérêt à clarifier cette question du temps de travail et plus spécifiquement encore du décompte du temps de travail. Et au-delà de l'intérêt de le clarifier, il nous est apparu pas absolument illogique, je le dis comme ça, que pour un type de travail donné, le temps de travail attendu et la façon de compter ce temps de travail soient le même partout. On peut éventuellement discuter un petit peu de ce point-là, mais pour le dire simplement, un formateur, ou pour le dire plus précisément, un formateur qui a un certain type de lourdeur de temps de préparation de ses cours, on dit cours pour un formateur, ça va, c'est pas illogique que ça soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest ou outre-mer, ça soit le même décompte de temps de travail. Je dirais pas du tout ça pour la rémunération. Parce que clairement, sur les aspects de rémunération, on voit bien qu'on est dans une logique de marché d'emploi qui a des fortes déclinaisons territoriales. Enfin, c'est évident, et sans doute plus pour vous que pour moi. Donc il y a un intérêt à clarifier le temps de travail, et il n'est pas illégitime que quand on rentre dans la clarification, on établisse des règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Ensuite, du point de vue du droit, une fois qu'on se dit qu'on veut clarifier le temps de travail au niveau national, il y a clairement deux approches qui sont possibles. On peut procéder par réglementation directe, c'est-à-dire un décret ou un arrêté, je ne rentre pas dans les sous-considérations qui font que ça serait l'un ou l'autre, mais enfin peu importe, on est capable de prendre un texte réglementaire au niveau national qui fixe les choses, c'est ce qui existe pour les Greta. On peut aussi prendre cette voie qui est une voie nouvelle qui existe depuis quelques années par une modification du Code de la fonction publique, c'est ça, qui consiste à ce que le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire les ministres, délèguent à une structure publique le pouvoir de former un accord collectif sur le sujet. Voilà. Et ça, on l'a expliqué très clairement aux OS, parce que les OS, évidemment, elles rêvent d'un cadre national fixé par le ministre qui régente tout. Bon, on aurait pu faire ça, mais ce n'est pas le choix qu'on fait, parce que l'autre voie réglementaire, passer par un accord collectif, nous paraît préférable. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, si on prend un décret ou un arrêté, donc la réglementation directe, forcément, on soumet ça à ce qu'on appelle le guichet unique. Alors le guichet unique, c'est quoi? C'est ensemble, Bercy, les sous, et la direction générale de l'administration de la fonction publique, qui, elle, a un regard de cohérence générale sur ce qu'on fait. Donc alors, forcément, si on écrit à la DGFP qu'on voudrait réglementer quelque chose sur le temps de travail des formateurs en CFA, forcément, elle va regarder ce qui existe déjà. Forcément, elle va trouver qu'il existe déjà des choses pour les Greta. Forcément, elle va conclure qu'il n'y a aucune raison que l'enseignement agricole est autre chose que ce qui existe pour les Greta. Et forcément, elle va conclure que pas de problème, si vous voulez réglementer, super, vous mettez 810 heures comme pour les Greta. Encore 810 heures plus les activités annexes et compagnie, enfin vous connaissez le texte, mais moi j'imagine.
Donc c'est même pas une question de risque qu'on prend, c'est un danger certain. L'accord collectif, lui, il échappe à cette idée-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas quelques questions, mais c'est pas le même esprit de travail quand même. Ensuite, l'accord collectif, il a un autre avantage, c'est que contrairement à l'autre, la voie décret ou arrêté, il permet d'imposer un minimum commun, un plancher national, mais sans remettre en cause les propositions mieux-disantes qui peuvent exister dans des cadres d'emploi locaux. Parce que si on prend le décret Greta, c'est 810 heures pour tout le monde, ça veut dire que là où c'était 648, ça doit devenir 810, même si on ne le souhaite pas. Enfin, si vous ne le souhaitez pas. Et donc cet accord collectif, c'est finalement pour la fonction publique ce qu'est la convention collective que vous connaissez bien, notamment pour l'application que vous en faites pour les salariés des exploitations agricoles. Et puis, l'accord collectif, il est pour nous très intéressant parce qu'il consiste à réinstaller une discussion paritaire entre les employeurs et les employés. Évidemment, les employeurs, c'est vous, c'est pas l'État. Alors que si on procède par la voie arrêtée, du coup, c'est le ministre qui prend une décision, alors que le ministre n'est pas l'employeur. Donc ça, c'est l'autre raison pour laquelle on préfère l'accord collectif. Donc ça, c'est les différentes raisons qui font que on est conduit, et le ministre l'a annoncé le 9 janvier dernier, à retenir la voie de l'accord collectif. Après, pour construire un accord collectif, il nous faut nécessairement une structure publique émanant des employeurs. Donc là, on a beaucoup réfléchi avec la DAJ. Je passe les détails, il y avait plein de formules possibles. On a examiné notamment ce que le code rural permet en termes de groupement de PLE-FPA. Je ne sais pas si mes termes sont exacts, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc après cette expertise juridique, il est apparu que le GIP est une forme simple, la plus simple, semble-t-il. Ça ne veut pas dire trivial non plus, mais en tout cas, c'est la forme la plus simple qui permet de répondre à la nécessité d'avoir une structure publique émanant des employeurs. Une fois qu'on aura mis en place un GIP, ce n'est pas fait pour l'instant, il nous faudra que le ministre donne à ce GIP un mandat pour négocier l'accord collectif. Alors le mandat, je mets tout le monde à l'aise, il n'est pas écrit à ce stade, on n'a même pas le début d'un morceau de rédaction à ce stade de ce mandat. Alors, on a pour ambition de lancer la négociation en septembre, donc il serait temps qu'on s'y mette, certes, et en même temps il faut qu'on termine la trame nationale. Enfin bon, les premiers éléments qu'on se dit, c'est que dans ce mandat, on dira sans doute au GIP, il faudrait que tu négocies un accord collectif dans lequel tu veilleras à préciser les types de missions, parce qu'il est évident que le décompte du temps de travail, ce n'est pas le même pour les secrétaires que pour les formateurs. Il semble, en première approche, qu'on pourrait se poser la question, et peut-être le mandat le dira comme ça, de distinguer pour les types de missions de formation différents types de missions de formation, notamment tenant compte du fait que certains cours sont à degré de préparation plus ou moins complexe. C'est pas tout à fait pareil de reproduire un cours sur la conduite de machine que d'élaborer un cours complexe sur l'appréhension d'un système agroécologique. Enfin, je dis les choses comme elles me viennent, mais vous voyez bien à quoi ça peut faire référence. Peut-être qu'on évoquera qu'une option de l'accord collectif pourrait être de réfléchir à des fourchettes de décompte de temps de travail en fonction des types de missions, ou peut-être que si on arrive dans la discussion, enfin si vous arrivez, enfin aussi les gens chargés de rédiger l'accord collectif arrivent dans la discussion avec les OS à un degré suffisamment fin, sans devenir trop sophistiqué, de détails de mission, peut-être qu'il ne sera plus besoin d'avoir des fourchettes. Bon, ça c'est la discussion, elle est devant nous. C'est ça que je vais vous faire toucher du doigt. Et puis d'ailleurs, il faudra, parce que je vois les questions d'avance, qu'on se dise comment on arrive à discuter du contenu de ce mandat avant qu'il soit formellement confié par le ministre à ce GIP. Parce que forcément, à un moment, on va discuter de ça. On pourra se poser la question de savoir si on en discute entre nous ou si on en discute avec les OS. A priori, pas absolument nécessaire que les OS soient dans la boucle de la discussion du mandat de discussion, puisque ensuite, c'est elles qui discuteront. Il ne faut pas confondre le mandat de discussion confié au GIP et la discussion en elle-même. Ce qu'il nous faudra aussi faire, quoi qu'il en soit, c'est de modifier le code rural sur un point très précis que vous connaissez par cœur. L'article R811-23, en son point 16, définit
que les délibérations du conseil d'administration de l'EPLE-FPA, elles portent notamment sur la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local, ainsi que sur les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur. En français courant, c'est le conseil d'administration qui décide des conditions d'emploi des ACV. Si on veut que le conseil d'administration soit tenu d'appliquer les contenus de l'accord collectif, c'est tout à fait possible. Il faut juste qu'on modifie cet article pour dire que si certains points relatifs aux conditions de travail font l'objet d'un accord collectif, tel que prévu par le Code général de la fonction publique désormais, et bien les dispositions de cet accord, elles s'appliquent aux agents. Il faudra juste qu'on rajoute ce petit bout-là. Ce qu'on a commencé à faire, je pense qu'on va le faire en parallèle, parce que même si, in fine, pour une raison X ou Y, on ne faisait pas l'accord collectif, on a tout intérêt à engager dès maintenant la modification du code rural. Voilà. Alors une fois que j'ai dit tout ça, des questions et des incertitudes, il y en a, c'est certain. À commencer par, est-ce qu'on sera in fine vraiment centré sur le temps de travail? C'est clairement notre volonté. Je pense que la réponse à cette question est oui. Par contre, il y a encore un petit peu de temps d'atterrissage dans la discussion avec les OS sur ce point. Le GIP, qui y aura dans le GIP? Je ne sais pas, il faut qu'on réfléchisse. Il y a plusieurs options. Il y a l'option de dire que dans le GIP, il faudrait mettre tous les EPL. C'est pas illogique, mais c'est pas si simple que ça à faire, parce que le temps que chacun fasse les délibérations d'adhésion au GIP, il y a une autre possibilité, c'est que le ministre il dise je désigne un tel, une telle pour participer au GIP, dont l'objet est de discuter l'accord collectif. Peut donc se poser ou pas la question de la représentation. Si le ministre il décide de nommer des gens, la question de la représentation elle ne se pose pas, c'est le ministre qui assumera. Mais il y a une approche possible effectivement par représentation. Ces questions sont devant nous. Je vous les livre en toute transparence. Elles sont complètement légitimes ces questions et pour l'instant on n'a pas les réponses. Il faudra qu'on se revoie, pas dans ce format-là, mais pour discuter de ces points-là. Donc il y a des incertitudes sur le GIP. Il y a aussi une incertitude, c'est ce que je viens d'évoquer, sur le mandat de discussion qui sera confié au GIP. Comment précisément on va l'écrire, ce stade, c'est pas là, j'ai essayé de vous donner l'esprit, mais à ce stade, c'est pas fait. Et puis alors, ça sera quoi le résultat de la négociation? Alors là, je ne peux pas préjuger de ça tant que la négociation n'a pas commencé, quoi. Bon. Il est assez peu probable qu'elle termine en mode 648 heures pour tout le monde. Mais il semble pas probable non plus qu'elle termine en mode juste 1107 heures et puis après chacun discute localement, on va pas s'en sortir. Donc il y a, évidemment j'ai fait les deux bornes maximale du sujet, je ne peux pas préjuger de la discussion. Voilà. Et pour autant, il nous semble qu'il y a vraiment des avantages significatifs à se lancer dans la voie de construction de cet accord collectif dès maintenant. Comme je le disais en introduction, ça incarnera une sortie d'ornière sur un sujet qui est objectivement enlisé depuis 25 ans. Et puis ça nous permet collectivement de nous mettre en mouvement autour d'un objet nouveau. C'est en soi, construire un objet nouveau, ça lance une dynamique. Et puis, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, à titre personnel, j'y crois profondément, cet objet-là, il consacrera le principe d'un dialogue paritaire au bon niveau entre les employés et les employeurs. Toute forme de discussion dans laquelle les employeurs, ce n'est pas une émanation des EPLE-FPA, répond pas à cet objectif et elle comporte quelque chose de pas abouti à la racine. Et l'avantage de l'accord collectif, c'est qu'elle comporte à la racine l'idée que ceux qui discutent, c'est les employeurs. Même si, in fine, le résultat de la négociation sera entériné par le ministre, la discussion n'aura pas été portée par le ministre et je pense qu'en termes d'état d'esprit, on est dans quelque chose de nouveau et qu'il était temps qu'on trouve. Voilà. Voilà. Après, comme je le disais, j'ai prévu de le dire là, je l'ai dit un peu avant en réponse à des questions, la méthode de travail qui va nous permettre collectivement de cerner les contours de l'accord collectif, de mettre en place le GIP, de mettre en place le bon contenu de mandat de discussion, c'est devant nous. Nous, on souhaite ardemment avoir un éclairage métier pertinent. Sans doute faudra-t-il qu'on revoie, alors peut-être que la formule qu'on a évoquée précédemment de fusionner un peu le groupe miroir et le groupe contact, ça peut être une formule. Il va falloir qu'on en rediscute. Je ne pense pas qu'on puisse le faire en séance, on a déjà eu quelques éléments là-dessus. On est tout à fait ouvert à repenser le format. Il faut d'ailleurs qu'on le fasse assez vite, c'est-à-dire dans les 2-3 semaines qui viennent, pour qu'on se mette d'accord sur la bonne façon de travailler sur le sujet, et on le fera connaître à tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire aussi précisément que possible sur cet accord collectif. Vous avez forcément plein de
questions. Monsieur Petit. Juste deux questions. Alors le GIP, effectivement, nous on avait appelé de nos voeux, qui est les employeurs d'un côté et les employés de l'autre. En termes de négociation, on n'avait rien inventé. Le GIP est une formule. Je rappelle qu'en 58, l'UNEDIC était un modèle qui a été monté de cette façon-là sur le chômage, les indemnités chômage, avec une nomination par l'État des représentants qui étaient à l'intérieur, qui étaient les grandes organisations syndicales et les grandes organisations professionnelles. Nous, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'organisation professionnelle des patrons. Deuxième point, 58, 2018, un changement de paradigme. Donc voilà, c'est intéressant. Après, vous parliez du décret. Le décret peut être posé, hein. C'est 93 de mémoire au Greta, c'est 800 x 2. On aurait pu avoir aussi un décret aujourd'hui qui pose un nombre d'heures de façon très claire et qui pourrait simplifier les choses pour certains d'entre nous. Troisième point, qui à mon avis est un écueil, c'est l'état d'esprit dans lequel le GIP va fonctionner. Voilà, si vous allez désigner le ministre, nous on est pour que le ministre désigne les participants dedans, qui est des organisations syndicales des employeurs dont acte et qui est en face des organisations représentatives, en l'occurrence, des employeurs. Nous on est pour. Voilà, la légitimité du ministre, il le nomme et dont acte. Mais par contre, en termes d'état d'esprit, il va falloir qu'on arrive différemment, hein, puisqu'en fait, beaucoup d'état d'esprit, c'est 648 heures, c'est un enseignant. Hein, les organisations syndicales veulent que ce soit l'enseignant. Sauf que c'est 640 x 2 l'enseignant. Bien sûr. Hein, et pas 640 x 2, 46 pour arriver à 1807. Et ça, va falloir que l'esprit arrive. Et derrière, quelle souplesse on aura à l'intérieur du GIP si on ne va pas au bout. Je rappelle que l'UNEDIC, il y a un arbitrage a posteriori au niveau ministériel et au niveau étatique. Hein. Les dernières négociations, il y a 4 ans, hein, c'est le gouvernement Macron qui a arbitré et les deux parties étaient n'étaient pas d'accord, mais au moins il y a eu un arbitrage. Voilà. Et le point suivant, posons-nous vraiment cette question, est-ce que les représentations, les représentants syndicaux aujourd'hui correspondent ou sont l'émanation des élections? Puisque globalement, il y a une grande partie du corps électoral qui représentent et qui appartiennent au monde enseignant. Et ça aussi, c'est une question importante, puisque dans le statut du GIP, je rappelle qu'on représente les gens, le champ dans lequel les gens évoluent. Voilà. Et ça, c'est une vraie question. Merci. Alors, merci beaucoup pour ces éléments. Je vais faire 2 réponses claires. La première, c'est que, après expertise approfondie de ce point avec la DAJ, oui, les OS élus dans le cadre du CSA-EA sont valablement représentatifs sur le sujet. Voilà. Donc, du coup, de fait, c'est avec elles qu'on va travailler. Après, j'ai entendu vos recommandations, si je puis dire, sur la façon de nommer les gens au sein du GIP. Il faudra sûrement qu'on en discute un peu. Moi, je veux dire, pourquoi pas. Enfin, voilà. Nous, notre sentiment à ce stade, mais je vous le donne en termes de sentiment, ça ne veut pas dire que la décision est prise, il faut encore qu'on réfléchisse sur le sujet, c'est que ça va être à la fois plus pragmatique et plus confortable pour tout le monde de dire qu'effectivement le ministre il va désigner un certain nombre de personnes pour représenter les employeurs, enfin pour constituer le GIP représentant les employeurs en vue d'une discussion, plutôt que la formule qui consiste à aller chercher l'adhésion de tous les EPLEFPA à un GIP, qui inévitablement posera ensuite la question, mais au sein du GIP, avec 174 EPLEFPA, plus 1 ou 2 EPN, comment que je fais pour dire qui c'est qui est légitime à discuter, parce qu'on va pas faire une discussion avec 174 personnes autour de la table et puis en face les OS, ça marche pas. Mais ça peut être des élections, il y a peut-être des moyens de faire, mais ça rajoute peut-être un élément de complexité. Je ne dis pas que c'est pas possible, voilà. Donc voilà un peu notre sentiment à ce stade, mais ça ne veut pas du tout dire que la messe est dite sur le sujet. Il va évidemment falloir qu'on en reparle, et puis sans doute faudra-t-il d'ailleurs que pour le coup, les représentants parmi vous en parlent aussi au cabinet pour que tout le monde soit bien aligné sur un sujet qui est éminemment sensible. Voilà ce que je voulais dire. Quant aux discussions elles-mêmes, oui, on voit bien les tenants, certains tenants des organisations syndicales, parce que dans les organisations syndicales qui siègent au CSAEA,
Il y a différentes voix syndicales qui s'expriment, il y en a certaines qui ne sont pas pour 648 heures. Bon, voilà. Et donc, effectivement, les discussions de, en fait, c'est pas 648 heures à la place de 1607, c'est bien 648 fois X qui permet in fine de tomber sur 1607. Cette discussion, il faudra qu'elle ait lieu, mais c'est l'objet même de la discussion, par principe. Et puis, dernier point que je voulais dire aussi, c'est que, quoi qu'il en soit, in fine, et c'est prévu comme ça dans les textes sur les accords collectifs, je vous invite chacun à faire un petit exercice qu'on a fait nous, il est extrêmement instructif. Lisez les quelques articles du Code général de la fonction publique, on vous donnera les références, qui expliquent ce que c'est que l'accord collectif. C'est franchement bien écrit et suffisamment compréhensible, et ça dit notamment que si l'autorité administrative confie à une structure autre un mandat pour établir un accord collectif, in fine, il faut que cet accord collectif soit entériné par l'autorité, donc en l'occurrence le ministre, qui a confié ça au GIP. Voilà. Après, ça ne dit pas ce qui se passe en cas où la discussion n'aboutit pas à un accord. Bon, là, le sujet est devant nous. À un moment, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce que je vous dise, moi à ce moment-là, ça revient à de la liberté locale. Mais on n'en est pas là, et je ne pense pas que personne souhaite qu'il n'y ait pas d'accord. On a plutôt envie d'aboutir sur le sujet, parce que le sujet nécessite d'être clarifié pour que chacun soit à l'aise ensuite pour travailler, quoi. Oui, une question, s'il vous plaît. Pour avoir travaillé dans une vie antérieure au sein d'un GIP, le GIP Santé Animale, qui était d'ailleurs, la DGER était la gouvernance de ce GIP avec le syndicat national des vétérinaires. Donc c'est vrai que j'avais échangé à l'époque avec le service des affaires juridiques et avec la DGER sur le renouvellement de la convention constitutive de ce GIP. J'imagine que avec le service des affaires juridiques, vous avez aussi évoqué le fait que les GIP, par nature, ont une durée de vie limitée. Donc si ma mémoire est bonne, on est sur 6 années, avec un renouvellement possible de la convention constitutive. Donc la question, c'est un petit peu une question de nature juridique, mais ce GIP, du coup, aura une durée de vie limitée, et les membres qui seront désignés par le ministère, la gouvernance, du coup, devront... ce que je ne vois pas, c'est comment vous allez vous assurer que la gouvernance pourra être pérennisée au fil du temps, et la valeur normative de ce GIP qui pourrait, au bout de 6 ans, au bout de 12 ans, ne plus exister. Donc c'est un peu cette question-là de valeur normative d'une structure juridique qui sera porteur d'un accord collectif versus ensuite des décisions qu'on devra délibérer dans nos EPLFPA. Alors, c'est une bonne question. Ça fait partie des questions qu'il faut qu'on se pose, auxquelles on a commencé à réfléchir avec la DAJ. De toute façon, c'est un GIP. Donc tout ce qui s'applique traditionnellement à un GIP va s'appliquer. Après, votre question m'inspire ceci. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais par rapport aux principes qui guident notre action. Ce qui est certain, c'est qu'à ce GIP, on va lui confier la mission de négocier l'accord collectif sur le temps de travail. Après, une fois que le job il est fait, il est fait. Donc il y a une option, mais je raisonne vraiment à voix haute, il y a une option qui pourrait consister à dire que le GIP, une fois que le job il est fait, il est dissous. Si éventuellement la re-question se pose au bout de quelques temps, on peut toujours le reconstituer. Bon, il y a une autre option qui consiste à constituer une bonne fois pour toutes et à renouveler régulièrement un GIP qui, en tant que de besoin, pourra, après avoir formé un premier accord collectif, rediscuter. Bon, parce que ici, il y a des règles d'évolution sur les missions. Enfin, tout est possible dans la vie, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps. Et en ce moment, les choses, elles évoluent de façon assez accélérée sur plein de sujets, on le voit tous. Il n'est pas exclu que dans 3 ans, il faille rediscuter un accord collectif parce que le cadre général autour a changé. Bon, voilà. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, et c'est ce qu'on avait dit aussi au séminaire fin janvier, il n'est pas exclu un jour que ce GIP, on ait envie de lui confier d'autres missions. Alors, ça ne sera pas le cas à court terme, mais ça pourra à un moment le devenir. Auquel cas, la question que vous posez, on y trouvera une réponse, pas forcément différente, mais qui tiendra compte de cet élément-là aussi, quoi. Corinne Relais, directrice de l'EPEL Bordeaux-Gironde. Pour l'objet du GIP sur le temps de travail, il me paraît évident que ça a des conséquences sur nos coûts de formation. Et donc, je pense qu'il y a là un point de vigilance, parce que j'ai en tête que parmi les conditions recommandées par la DGER pour la relance des discussions sur les protocoles locaux, il y avait cette notion de situation économique qui devait être prise en compte
pour relancer ou non des discussions. Donc il me semble qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Il y a des centres qui sont aujourd'hui dans une grande fragilité et il ne faudrait pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Oui, vous avez complètement raison. Et notre objectif, parce que quand j'évoquais en introduction les enjeux fondamentaux qui guident notre action, il y a bien en premier lieu un enjeu de viabilité économique de l'activité des CFA, CFPPA, ça va de soi. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on a écarté, en accord avec le ministre, l'idée que l'accord collectif puisse parler d'autre chose que le temps de travail. Parce que, en fait, en gros, il y a deux si je fais très simple, il y a deux paramètres, me semble-t-il, pour déterminer le coût d'un agent, c'est le temps de travail et puis la rémunération. Donc le paramètre rémunération, on n'a pas l'intention de le toucher au niveau national. Donc il peut y avoir aussi une conséquence qu'en fonction du temps de travail, ça fixe différemment les conditions de rémunération. C'est un des éléments. Mais on a évidemment en tête le point que vous soulevez, on le partage complètement. Oui, toujours Stéphane Bonsoeur. Je rebondis là-dessus parce que ça devient assez crucial, quoi. ISOE ou pas, hein, doublement l'ISOE ou pas, on a quand même eu 2 augmentations de points d'indice. Il y a eu la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, il y a eu la JPA, il y a eu 5 points d'indice début janvier. Il va y avoir l'application de la mutuelle. Sur les coûts des personnels. On parle à juste titre de mutualisation de fonds pour la formation des personnels. Je pense que tous les directeurs d'EPL et directeurs de centres qui sont dans cette salle sont dans une inquiétude. Ils ont vu déjà déraper la masse salariale de leur compte financier 2023. Donc, je ne vous cacherai pas que nous sommes dans un espace d'inquiétude certaine sur l'équilibre de nos EPL. Tout ça est totalement légitime. Il n'y a pas de problème. Mais côté recettes, on n'avance plus. Les OPCO sont plutôt en retrait sur le coût contrat. Un certain nombre de conseils régionaux ont détruit ou réduit de manière drastique les conventions de formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas trop le cas pour l'instant en Grand Est, quoi, qu'on a déjà eu des coupes cendres. Sur Bourgogne-Franche-Comté, que je sais que c'est relativement catastrophique, et d'autres ailleurs. Donc, à un moment donné, il faudra aussi qu'on ouvre ce champ-là avec vous, parce qu'on va rapidement se trouver dans une situation difficile. Je cède la parole à mon camarade de Rethel. Là. Oui, bonjour. Yann Sorel, directeur de l'EPL de Rethel. Je voulais apporter également une précision sur l'évolution du modèle économique aussi de nos centres. Alors après, il peut y avoir des différences au niveau région. Dans le Grand Est, le conseil régional, on avait bâti le système économique de nos CFA, CFPPA avec une absence d'un certain nombre de charges. Par exemple, sur les locaux. À partir de 2024 ou 2025, on va devoir payer donc une redevance, enfin, ce qu'on appelle une redevance. Et ça va évoluer sur les fluides. Donc on a un système économique de nos centres qui change complètement et sur lequel n'était pas bâti l'équilibre économique de nos centres. Donc c'est à prendre en compte quand même. Enfin, bon, clairement, hein, tous ces éléments, on les partage et ils seront dans les têtes de tout le monde, en tout cas côté employeur, au moment où la négociation s'ouvrira sur le contenu de l'accord collectif sur le temps de travail. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein, voilà, quoi. Cela dit, c'est pas pour autant que c'est pas pertinent d'essayer de clarifier la question pour qu'elle soit résolue une bonne fois pour toutes et que ce soit clair pour les personnels ce qui se passe. Après, ça peut renvoyer aux questions sur la rémunération. Peut-être faudra-t-il à un moment se poser les questions de revoir ce qui a été fait sur les primes ISOE, parce que tel que ça avait été écrit, personne mesurait les conséquences que ça aurait si un jour l'ISOE était augmenté pour les enseignants fonctionnaires et que ça avait pour conséquence, en fonction de comment c'était écrit, d'augmenter. C'est une charge qui n'est pas neutre, hein, je vois bien. Hein, enfin, Je ne vais pas être pessimiste. Moi, je voudrais juste compléter sur... Enfin, je suis aussi très concernée par la masse salariale. Il y a 2 choses. On a quand même... moi, je pense qu'on aura de la clarification, de l'énergie à passer ailleurs si on a un accord collectif. Il faut bien qu'on ait tous en tête qu'il y a des trucs qui vont nous plaire et d'autres moins. Enfin, moi, la note de service, je l'ai regardée, un peu travaillée, etc. Il y a des choses qui m'ennuient, que je savais, que je ne faisais pas. Il y a aussi plein de choses qui m'intéressent. Donc, soit on se tourne vers le verre à moitié vide, soit on se dit collectivement que... Un cadre clair, on est quand même un certain nombre à en avoir rêvé. Moi, j'ai des collègues qui ont beaucoup souffert. Enfin, voilà, je suis dans le circuit depuis longtemps.
J'ai été chanceuse la première fois. Moi, dans le contexte dans lequel je suis, quel que soit le cadre, il facilitera mon travail de dialogue et il permettra que mon énergie se passe ailleurs. Sur la question de la masse salariale et des dérapages de masse salariale, je pense que nous aussi, il faut qu'on se mette en configuration et que nos personnels s'approprient le fait qu'on doit être des PME performantes. Voilà. Et pour mémoire, parce que je suis une vieille et qu'à une époque, ça avait beaucoup discuté du temps de travail dans les CFA et les ratios. Est-ce que quand ils travaillaient que 648 heures, les CFA étaient plus en difficulté ou pas, CFA et CFPPA? Pour mémoire, alors c'est peut-être plus vrai maintenant, mais il y a 7-8 ans, quand le travail avait été un peu conduit, il n'y avait pas de corrélation entre le temps de face à face et les résultats économiques. Voilà, je le dis haut et fort parce que je sors d'un système qui a fonctionné en 648 heures de face à face avec un coef de 2,28, ce qui peut peut-être faire frémir dans la salle. La question d'avoir des personnels aux bons endroits, bien rémunérés, avec des missions claires, c'est peut-être quand même une partie de la solution. Indépendamment des... Enfin voilà, moi je me prends l'ISO et tout, mais ce que je veux dire, c'est aussi à nous de nous dire, bon bah si on est dans ce système-là, comment est-ce qu'on accepte de fonctionner dans ce système-là? Voilà, un peu de pouvoir d'agir et il nous en reste. Enfin, j'espère. Oui, vraiment merci pour ces éléments-là, que je prends pour une contribution à une équation qui ne m'appartient pas de résoudre. Parce qu'elle nous appartient collectivement et je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une réponse unique. J'ai envie de rajouter un point, et puis du coup ça fait un peu le lien avec les ateliers qu'on aura cet après-midi. Se pose à un moment aussi la question de est-ce que la formation est compétitive, attractive, tout ça, qui passe par des choix de formation à faire. Peut-être que parfois il y a une question aussi de fermer des formations qui ne sont pas compétitives parce qu'elles n'attirent pas assez de gens. Et les formateurs, ça leur plaît, bah c'est superbe. Enfin, d'un autre côté, ça ne rapporte rien au centre, donc peut-être qu'à un moment il faut arrêter. C'est une décision douloureuse, mais qui pour le coup appartient pleinement au centre. Il n'y a aucune prérogative nationale sur le sujet. Il y a la question que vous avez dit que parfois quand on a des formateurs qui sont à l'aise avec des conditions de travail plutôt favorables, bah, du coup ils donnent plus et la formation devient attractive. Je pense que c'est un élément important qu'on a tous en tête. Et puis à un moment il y a un truc un peu cru, alors je le dis, je suis relativement à l'aise pour le dire parce que c'est des éléments qu'on a aussi évoqués au moment de la commission nationale. Dans tous nos échanges, on n'a jamais parlé de licenciement. Bah oui, mais la masse salariale, c'est aussi le produit d'un coût unitaire par un nombre d'agents. Et si à un moment on a des agents qui sont sur des formations pas compétitives, ben forcément à un moment il faut qu'on se pose la question de licencier les agents. Il n'y a rien qui nous empêche de faire ça à un moment. Enfin, voilà. Voilà. On a assez rapidement évoqué quand on a parlé effectivement des difficultés financières et justement des changements de paradigme financiers. La question du coup des valeurs, des missions de service public et de ce pourquoi aussi les agents se sont engagés. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'agents qui sont portés par des missions de service public, d'éducation, d'accompagnement, de lien avec le territoire, et qui ne viennent pas forcément chez nous pour l'argent, mais pour ces missions-là. Et le point de vigilance, et c'est là où il va y avoir effectivement en matière de gestion financière, résoudre l'équation entre les rémunérations, la productivité des activités et faire effectivement de dire bah oui, une formation elle n'est pas rentable, donc on ne la conduit pas. Voilà. Bon, c'est pas que le seul critère qui nous permet de définir l'opportunité de maintenir une formation ou pas, mais c'est sûr que le critère financier va venir peser de manière de plus en plus prégnante sur le choix que l'on va pouvoir avoir de maintenir ou pas une formation. Et derrière ça, c'est derrière la question de pourquoi le centre est là, quel est son service et pourquoi les gens se sont engagés. Et il y a des formations qui ne sont peut-être pas bénéficiaires, qu'on ne pourra plus garder et qui du coup auront un impact sur le tissu social. Et voilà. Donc c'est pas neutre derrière les questions d'argent et de licenciement. Oui, techniquement on peut licencier les gens. Après, derrière, un appareil qu'on détruit sur un endroit, c'est pas si simple que ça de le remettre en place, même si c'est plus simple dans un CFA, CFPPA que dans un lycée.
Voilà, ça reste compliqué et il faudra que ça se fasse aussi avec les organisations professionnelles agricoles, puisque on va attendre aussi les textes de la loi du pacte, mais aussi quid des chambres d'agriculture, quid des autres partenaires sur le territoire, et justement de maintenir cet équilibre et l'appareil de formation publique, là pour le coup, et on parle bien de service public et de nos missions en CFA, CFPPA au sein d'un EPL. Voilà. Merci pour tous les éléments que chacun a mis sur la table qui montrent que l'équation elle est complexe et qu'il n'y a pas une résolution unique au niveau national. La question des conditions, du temps de travail, c'est un paramètre. On est aujourd'hui convaincu qu'on a intérêt à le fixer au niveau national pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées. Quand on le fixe au niveau national, ça ne veut pas dire qu'on le fixe de façon forcément stricte. Ça peut être fixé avec des fourchettes ou des choses qui reviennent à des fourchettes. Et dans les différents paramètres que vous avez indiqués, il y a évidemment la question du besoin de formation, auquel vous répondez par l'offre que vous apportez. Et je fais juste un petit dégagement, puis du coup j'ouvre et je ferme la parenthèse et on passera au point suivant ensuite, parce qu'on a plein d'autres choses à se dire sur d'autres sujets aussi importants. Le projet de loi en matière de formation agricole des futurs actifs agricoles, la disposition qui va être introduite au Parlement, après c'est pas le gouvernement qui fait les lois, comme chacun sait, mais la disposition que le gouvernement va introduire au Parlement, c'est une disposition qui nous semble équilibrée et qui a plutôt tendance à consacrer le fait qu'il faut que la formation soit proposée par différents types d'acteurs, dont l'enseignement agricole public. On verra ce que vont donner les débats. Enfin, en tout cas, l'intention du gouvernement, c'est pas de dire c'est les chambres maintenant qui remportent le morceau de la part du marché. On a assez de discussions avec les chambres qui auraient peut-être bien voulu, je sais pas quoi. Enfin, bref, chacun voit un peu midi à sa porte. L'intention du projet de loi, c'est de permettre à chacun des acteurs qui existent déjà aujourd'hui, dans un équilibre réaffirmé, d'exercer son rôle. Après, il y a les lois du marché sur le terrain, c'est autre chose. Il faut que chacun propose l'offre la plus compétitive possible. Enfin, en tout cas, la loi n'a pas pour objet de préempter les marchés pour les uns ou pour les autres. Voilà. Sans transition, enfin quoique, c'est le même sujet, mais... Donc du coup, juste pour revenir rapidement sur le calendrier opérationnel des travaux dans le cadre de la tram et du GIP, vous avez en haut les travaux qui doivent être conduits au niveau national, en partie par la DGER, donc l'accord du ministre de janvier jusqu'à la fin des négociations qui sont initialement prévues pour décembre, et sur la deuxième ligne qui sont les travaux et le calendrier au sein des EPL, avec une volonté de notre part de vous diffuser la trame nationale de cadre d'emploi local courant mai, on peut se dire mai ou juin, avec du coup une appropriation par vous, équipe de direction, au début de la période estivale, et un normage au premier CA 2025, l'intégration des résultats des travaux de négociation pendant le premier semestre 25 pour un document fixant les conditions locales voté dans l'idéal en fin d'année 2025. La petite flèche, évidemment, elle impacte les délais, puisque date de fin de négociation entraînera forcément un décalage sur le vote des accords au local. Voilà. Voilà pour ce rappel du calendrier opérationnel.